de nous retrouver sur Digital Congo Télévision et FM pour ce nouveau numéro du magazine Entretien. Et ce soir, on va faire un focus sur cet ouvrage de Charles Onana, un Camerounais, qui a écrit sur la République démocratique du Congo intitulé Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice. J'aimerais bien que les réalisateurs puissent vraiment zoomer l'ouvrage. Et on en parle ce soir avec le politologue et journaliste congolais Freddy Mulumba, mais également on parlera de sa dernière tribune axée sur la nouvelle guerre froide qui est en gestation. Monsieur Freddy Mulumba, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Charles Onana, qui écrit sur la République démocratique du Congo. Je sais que vous avez déjà eu l'ouvrage, vous l'avez lu et relu même. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cet ouvrage? Et madame, il faut d'abord féliciter Charles Onana, qui est un panafricain et qui a consacré beaucoup de travaux à la question congolaise. Et donc, on dirait, il est congolais. Il est congolais parce que toute sa vie maintenant, c'est sur ce qui se passe au Congo. Donc, Charles, dans cet ouvrage, Holocauste au Congo, a parlé de la balkanisation. Il a expliqué qu'il y a un projet pour la création d'un État. On peut l'appeler État Imatusi, État de volcan, peut-être l'État de Tutsi. C'est ce que c'est dit. Mais ce qui est vrai, qu'il y a un projet de créer un État. Et ce projet, qui est porté par certains Américains, il a eu à travers certains documents officiels. Il a été dans la bibliothèque de Bill Clinton. Il a vu certains documents de renseignement. Donc, ce sont des preuves. D'ailleurs, il les a annexés dans l'ouvrage. Il les a annexés dans l'ouvrage. Donc, ça signifie que les projets, là, les gens qui discutent ne comprenaient rien. Donc, Charles vient d'attester la création, le projet de la création de cet État qui pourra peut-être participer à la balkanisation du Congo. Ça, c'est du côté balkanisation. Mais les livres est beaucoup plus axé sur l'Holocauste au Congo. Et ça a fait un travail extraordinaire. Ce qui est bon dans ce que Charles a fait, je vous rappelle ici que les papes étaient sur place, à Kinshasa. Je pense que c'était le 31 mars. Le 31 janvier au 3 février. Oui, il était ici. Il a fait un discours. Mais ce qui est frappant dans ce que le pape avait déclaré, il n'a pas lu dans les discours qu'il disait. C'est sorti de sa bouche. Ce n'était pas dans les discours écrits. Il parle de génocide oublié. Le pape qui l'a dit. C'est pour dire que Charles, le travail qu'il a fait sur l'Holocauste au Congo est très bien documenté. Il ne parle pas de choses au hasard. L'autre élément qu'il faut ajouter pour soutenir l'Holocauste oublié, parce qu'on va discuter un peu sur les chiffres, c'est la situation des rapports de mapping. Ces rapports ont été publiés. Ce sont les Américains qui ont refusé pour qu'on condamne ou bien qu'il y ait des procès. Jusqu'à aujourd'hui, ces rapports ont été tiroirs. Et ces rapports parlent de massacres à grande échelle au niveau du Congo. Et ce qui est encore beaucoup plus intéressant pour dire que Charles a raison, c'est au niveau de Hillary Clinton. Je pense que c'était en 2008. Hillary Clinton, il était secrétaire d'État américain, est venu à Kinshasa sous Obama. Et il est parti au Kivu, il a rencontré le président Kagame et le président Joseph Kabila. C'était à Goma. En retournant, Hillary a publié un article dans une revue, dans un magazine un peu américain. Là, il parle de 5 400 000 morts. Ça, c'est les chiffres qu'Hillary a donnés. En 2009. Oh, la situation s'est dégradée. Parce que maintenant, il y a tout un débat. Il y a même des Congolais qui ne croient pas qu'il y a 10 millions de morts. Peut-être nous sommes déjà à 20 millions. Parce qu'on ne les compte pas. Oui, c'est pas recensé. Oui. Je pense que c'est par inconscience, je ne sais pas expliquer ça. Parce que chaque jour, on tue les Congolais. Quand il a dit, vous dit en 2009,
5 400 000, faites les calculs, nous sommes en 2023. Il y en a combien? Et les chiffres de 10 millions de morts a été donné par le président Félix Antoine Tshisekedi dans un discours, je pense que c'était le 30 juin. Il a parlé de 10 millions de morts. Les 500 000 femmes violées, c'est le docteur Mukwege, ça ne vient pas de Charles. Donc les débats maintenant qui se posent au niveau des 10 millions de morts, mais pourquoi il y a ces débats? J'ai eu à discuter lors d'une conférence avec Michel Avrong, celui qui a écrit les livres sur Kagame. Il a présenté ça à Kinshasa. Les titres, c'était Assassins sans frontières. Il a voulu remettre en cause les 10 millions de morts. Je le dis clairement, madame, on n'a pas besoin que vous nous donniez les certificats de décès de nos propres morts. Nous nous donnons nos morts à nous, ce n'est pas pour vous. Mais la question maintenant, pourquoi en Occident, les gens veulent contester? Je me rappelle, j'étais encore directeur général au potentiel, on avait titré d'ailleurs 5 400 000 morts. Il y a eu une université canadienne qui a réduit le nombre à 2 500 000 pour répondre aux chiffres qu'on avait donné nous potentiels. Il y a même un Belge qui a fait un travail jusqu'à arriver jusqu'à 280 ou 380 000 personnes. Pourquoi ils s'acharnent sur le nombre de morts? C'est parce qu'ils ne veulent pas porter la responsabilité. La responsabilité du génocide congolais. Parce qu'on le veuille ou pas, il y aura un procès. Il y aura un procès, qu'on le veuille ou pas. Parce que ce que Kagame fait aujourd'hui, il y a quand même des documents. Aux Nations Unies, vous avez tous les documents sont là. Oui, mais il y a déjà le rapport des experts de l'ONU. Oui, oui, avec le rapport mapping, tout est dedans. Mais comme les gens qui sont à la base de cette guerre, parce que Kagame ne fabrique pas des armes. Kagame a été utilisé. On a tué 10 millions de Congolais. Qui est responsable? Ça devient intéressant de rappeler l'histoire. Parce que si chaque fois nous discutons, on ne voit pas l'histoire. L'Holocauste, le mot Holocauste, Charles n'est pas le premier à l'utiliser. Il y a eu un écrivain américain, Adam Hochschild, qui a publié Holocauste oublié, les fantômes de Léopold II. C'était publié en 2009, je vois, en 2009. Il a rappelé ce qui s'est passé entre 1885, date de la création de l'État indépendant du Congo, et 1906. Comment Léopold II a massacré les Congolais parce qu'il avait besoin de caoutchouc pour fournir sur le plan international, parce qu'il y avait une grande demande de caoutchouc pour l'automobile. Donc Léopold II a coupé des mains des gens ici. Et cet homme a fait un travail pour remettre, pour qu'on n'oublie pas l'histoire. Il a donné les chiffres de 10 millions de morts. Mais curieusement, il y a un Belge qui a présenté sa thèse à Louvain-la-Neuve, une thèse en histoire, pour remettre en cause les 10 millions. Pourquoi il faut remettre en cause? Qui est responsable? Parce que les 10 millions de morts, le génocide qui était fait par Léopold II, n'a eu qu'une seule sanction. On a pris le Congo, on a annexé la Belgique. Mais on n'a condamné personne. Maintenant, avec ce que Charles a fait, avec les 10 millions de morts, s'il y aura le procès, on ne sait pas qui est condamné. Parce que Kagame ne fabrique des armes, ne fabrique pas des armes. Kagame n'avait pas de projet. On l'a fait pour un projet pour venir à Kinshasa. Maintenant, on fait par tous les moyens pour brûler les cartes. Oui, mais ça, c'est aussi de notre faute. Parce que, effectivement, Charles Onana parle de l'Omerta. Mais l'Omerta, elle est d'abord ici au niveau national. Personne n'en parle. Et c'est ça qui fait même qu'aujourd'hui, les autres peuvent contester le chiffre. On n'a même pas un mémorial pour c'est là où... nos morts. Exact. Il faut se poser la question, pourquoi le Congo l'appelle l'empire du silence? Du temps de Léopold II, ça fait faire une petite étude comparative.
Du temps de Léopold II, on a tué 10 millions. Mais qui a dénoncé ça? C'est Edmond Morel, un Britannique. Par hasard, il découvre, on vendait des armes, mais il y a un commerce un peu bizarre. En dehors de Morel, vous avez un autre Britannique, Casamance, oui, qui était consul ici à Kinshasa, à Léopoldville. Il a fait un travail. Ils sont partis en Angleterre. Edmond Morel, a publié même des ouvrages contre Léopold II pour annoncer, pour expliquer aux Britanniques ce que Léopold II fait à Kinshasa, au Congo, c'est une catastrophe. Il est contre les accords de la convention de Berlin qui disait qu'il fallait protéger la population contre les esclavagistes. Léopold II a instauré un esclavage au Congo. Donc Morel, avec Casamance, ils ont publié des ouvrages, Morel a même créé une association Congo Réforme. Mais les Britanniques étaient tellement proches de Léopold II, parce qu'il y a une relation de famille entre la famille royale belge et la famille royale... Ce sont des cousins. Des cousins, oui. Donc en Angleterre, malgré que Morel faisait du bruit, c'était marginal. Et qu'est-ce que Morel a fait? Morel a pris le courage d'aller en Amérique. Et en arrivant en Amérique, il a trouvé un noir américain qui était à Mouchengue, donc chez les Cuba, qui s'appelait William Shepard. C'était un noir américain pasteur. Il a eu des problèmes avec Léopold II, il a été presque expulsé parce qu'il était condamné. En arrivant en Amérique, il a commencé à parler du Congo. Donc les pasteurs noirs, je pense, baptistes ou bien pentecôtistes, se sont organisés pour porter le projet de dénonciation contre Léopold II. Mais quand Morel est arrivé, il s'est associé à eux. Mais la chance que Morel a eue, c'est qu'il a rencontré des grands penseurs comme Mark Twain, qui est un Américain. Ils ont écrit des pamphlets. Il a écrit un pamphlet. La presse américaine ne voulait pas en parler. Parce que Léopold II a fait ce que Kagame fait maintenant. En Amérique, la presse américaine ne parlait pas des crimes au Congo. Elle était à la solde de Léopold II. Oui, Léopold II avait un lobbying fort. Il payait même des gens. C'est ce que Kagame fait aujourd'hui. Donc l'histoire se répète. L'histoire se répète. Donc Léopold II payait. La chance qu'on a eue, c'est quand les intellectuels ont repris les choses en main. C'est là où je voudrais parler de Ronana. Quand les intellectuels ont pris les projets en main, Mark Twain, qui était très influent, un grand intellectuel américain, il est parti voir le président américain pour lui dire que Léopold est contre la civilisation au Congo. C'est ainsi que le président américain a décidé de ne plus soutenir l'État indépendant du Congo de Léopold II. Et tout s'est effondré. C'est là où j'ai dit Charles s'inscrit dans cette tradition humaniste. Donc les gens qui ne sont pas d'accord d'accepter des crimes ou bien de se taire quand ça ne marche pas. Donc c'est que Edmond Morel, Casamance, Mark Twain et Shepard, aujourd'hui se complètent par Charles. Ok. Alors, ce qui est quand même frappant dans cet ouvrage de Charles Onana, ce qui nous ouvre les yeux sur un fait qui nous paraissait peut-être normal. On pensait que la guerre au Rwanda ou les génocides rwandais avaient pour but seulement d'éliminer les Tutsis et d'installer les Hutus. Mais en réalité, c'était la RDC qui était visée, c'était les Congo-Zaïre qui étaient visés. Exactement. Je pense qu'il y a des études qui étaient faites par des chercheurs américains, de géopolitologues et historiens, vers 1984. 1984. On pensait que les Congos allaient disparaître. Des études déjà faites par les militaires, l'armée américaine. Mais ça coïncidait un peu avec l'arrivée de Bill Clinton au pouvoir. Quand Clinton est arrivé, c'est lui qui a mis en place la stratégie comment mettre la main au Congo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé ils pensaient qu'il faut reconfigurer l'Afrique du Grand Lac. Et pour reconfigurer cette Afrique du Grand Lac, il faut utiliser les Tutsis, donc les réfugiés Tutsis.
qui étaient chassés en 1959 par les Hutus du Rwanda. Et la plupart de ces réfugiés, c'était la petite, donc pas la bourgeoisie royale, donc c'était les nobles en quelque sorte, ceux qui faisaient partie du cercle royal. Ils sont éparpillés, ils étaient en Angola, pardon, pas en Angola, ils étaient en Tanzanie, une partie au Congo, Burundi, et l'autre partie en Ouganda et au Kenya. Et les Américains, non pas les Américains, les hommes d'affaires américains, les globalistes, ont utilisé. Donc, l'affaire est partie de la Tanzanie. On a armé Museveni. Et à Museveni, d'ailleurs, il faut rappeler ici que Museveni avait fait sa thèse pour dire qu'il faut revoir un peu toutes les frontières de l'Afrique. Il juste a apporté le soutien à Museveni. On a recruté tous les Tutsis qui étaient éparpillés à travers toute l'Afrique des Grands Lacs. Ils ont soutenu Museveni. Ils sont arrivés en Ouganda. Ils ont chassé celui qui était là, comme président. Et quand l'affaire de l'Ouganda est terminée, Museveni, avec les multinationales occidentales, ont soutenu Kagame jusqu'à Kigali. Et de Kigali, maintenant, ils ont monté un coup avec l'AFDEL pour arriver à Kinshasa. Donc l'objectif de ce que Charles explique, l'objectif de la guerre du Rwanda, ce n'était pas pour remplacer le pouvoir Hutu. C'était pour arriver à Kinshasa. Parce que ce qui intéressait, c'était les minéraux du Congo. Le Rwanda, c'était un petit pays pauvre. Donc, il n'était pas utile. L'utilité, c'était le Congo. Parce qu'il faut savoir ici, la force des autres, ils font des études à long terme. Ce que nous ne faisons pas. Ils savaient que comme Mobutu partait, on ne sait pas le Congo serait dans quelles conditions. Et surtout... Il faut trouver un autre gérant. Un autre gérant. Et surtout que la Chine émergeait. Ils ont fait les calculs. Comment barrer la Chine, la route à la Chine? Allez, il faut mettre la main sur le Congo. C'est ce qu'ils ont fait. Mais curieusement, ils ont mis la main sur le Congo, mais ils ont vendu tous les minéraux, donc tous les contrats qu'ils avaient gagnés grâce à la guerre, ils ont vendu à la Chine. Aujourd'hui, la Chine contrôle un peu la plus grande partie des minéraux stratégiques et qui sont raffinés en Chine. Alors pourquoi, à votre avis, Charles Onana parle de la France comme étant un complice? Mais je pense que Charles voulait expliquer, et surtout qu'on accuse toujours dans les drames rwandais, que la France était complice. Il a démontré que Mitterrand, tout comme Jacques Chirac, n'était pas d'accord avec l'Ouganda, avec le régime de Kagame. Mais curieusement, c'est Macron, avec le président, l'ancien président Sarkozy, qui ont le soutien, qui soutiennent le Kigali aujourd'hui. Parce que l'armée rwandaise reçoit à peu près entre, je pense, 450 millions de dollars, d'euros de financement. Pourquoi la France finance le Rwanda aujourd'hui? La France finance le Rwanda parce que le Rwanda doit sous-traiter. Comme la France est en train de quitter l'Afrique, c'est le Rwanda qui prend sa place. Donc, le Rwanda et Kagame devient comme, on appelle ici, je dirais, un État négrier, d'État moderne. On dit qu'il est là pour protéger les intérêts des Occidentaux en Afrique. Donc, c'est les gendarmes africains pour les intérêts occidentaux et surtout européens. C'est là où Charles accuse, démontre l'implication de la France à travers le président Sarkozy et le président Macron. Alors, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même une honte hein, que les Congolais eux-mêmes n'ont pas su écrire leur propre histoire. C'est plutôt un Camerounais qui vient le faire à notre place. Quelle devrait être aujourd'hui l'attitude des Congolais? Oui, il faut d'abord qu'on parle de l'omerta. Pourquoi le silence? D'ailleurs, si Charles a écrit d'abord cet ouvrage, les Congolais ont écrit. Il y en a qui ont écrit. Nous tous, on a écrit. Mais ça n'a pas eu beaucoup plus de publicité comme celui de Charles. Donc Charles a monté une très bonne campagne. Et puis il a eu des documents de base, il a eu accès à d'autres documents. Nous, on n'a pas eu accès à des documents. Mais l'avantage, Charles a eu accès à des documents un peu classés, ou bien déclassifiés, ou bien des documents secrets. Ce qui lui a permis de faire un livre complet. Et que personne aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas contesté. Mais il faut aussi dire que Charles a pris beaucoup de risques. Ah oui. Il a un courage exceptionnel. Ce que beaucoup de Congolais n'ont pas.
Je rappelle ici que Charles était, il y a quelques années, l'invité d'un journaliste congolais sur BBC. Ouais. Il a parlé justement de ses livres et du massacre au Congo et ça créait de problèmes aux journalistes congolais Mais qui voilà, a été même licencié. Voilà pourquoi il parle de l'omerta. Hein? Pourquoi cette omerta? Pourquoi ce silence sur le plan international? C'est d'abord la plupart des gens, donc des hommes d'affaires, qui sont à la base de ces massacres, des pillages du Congo, sont des Occidentaux, Américains, Européens. C'est eux qui gardent, qui entretiennent ou bien qui ont des grands médias. New York Times, vous avez à Bruxelles, partout là. Donc on ne peut pas parler de ce qui se passe au Congo. Comme c'est eux on veut dire, les bourreaux, hein, ils ne peuvent pas accepter qu'on parle de leurs crimes dans les propres journaux. Voilà pourquoi à l'extérieur, on ne veut pas qu'on en parle. Mais la question, pourquoi l'omerta au Congo? Pourquoi les Congolais ne parlent pas? Parce que tu parles ici que Charles n'est pas Congolais, l'a écrit. Pourquoi les Congolais ne poussent pas, même si ils n'ont pas accès à tous les documents, pourquoi ils ne parlent pas? Ces livres est à Kinshasa, vous avez combien hommes politiques parlé? Pourquoi? Pourquoi cette omerta à Kinshasa? Ça signifie que là, il faut faire une analyse un peu historique. La formation de notre classe politique a été beaucoup plus soutenue par Kigali avec Kagame. Quand vous prenez la socialisation ou bien la construction de la classe politique après Mobutu, quand la FDL est arrivée, Mzee Kabila n'avait pas de gens. Il y avait trop peu de gens. On a eu quelques gendarmes Katangé. Mais les gros de troupes, c'était les troupes ougandaises et rwandaises. Donc c'est les armées. C'est qui avaient monté leur coup avec nos amis occidentaux. Ils arrivent à Kinshasa. Ils ont recruté des gens. La plupart des gens aujourd'hui qui font la politique ont été recrutés. Ils sont entrés en politique grâce à l'arrivée de la FDL. Et ce sont ces gens-là, pour la plupart, qui sont encore, qui constituent notre classe politique, opposition tout comme pouvoir. C'est pas seulement voir seulement l'opposition, opposition tout comme le pouvoir, tout comme la société civile. Beaucoup sont entrés en politique ou bien sur l'espace public grâce à Kigali, grâce à l'Ouganda. Donc ce qui fait que ça devient difficile. Comme on peut dire 90% de ceux qui constituent notre classe politique ont des comptes à rendre à Kagame. Voilà pourquoi ils se taisent. Ils ne peuvent pas attaquer Kagame. Je peux dire que ce n'était pas facile. Kagame, c'était le patron. Même des Blancs ont peur de lui. J'ai vu les journalistes me dire non. Quand il a publié son livre, mais il avait peur. Même beaucoup de gens parlent des livres de Charles Ronald. Il dit, qui les protège? C'est pour voir comment les gens sont traumatisés par la présence de Kagame. Mais ce n'était pas Kagame. Derrière Kagame, qui sont derrière, ce sont les multinationales, avec les services de renseignement, qui sont prêts à avoir toutes les informations. Quand vous voulez parler, on vous fait taire. Voilà pourquoi il y a l'omerta au Congo. Et les hommes politiques ne veulent pas s'y engager. Parce qu'ils s'y engagent, on appelle, mais monsieur, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est ça l'explication de l'omerta interne. Parce qu'on peut comprendre que les journalistes parlent, vous faites l'émission, vous avez d'autres médias qui ont parlé, on a fait des conférences. Aucun homme politique n'a levé les doigts pour parler. Ça signifie quoi? Pourquoi cette omerta? Pourquoi ce silence? C'est la peur d'abord de perdre les privilèges, parce que ce n'est pas facile de devenir chômeur, manquer à manger, les enfants ne mangent pas, et ce n'est pas facile de perdre la vie. Nous sommes un peuple, une élite traumatisée. Traumatisée d'abord par rapport à notre histoire. On a tué Kimpavita, on a tué Kimbangu, on a tué Lumumba, on a tué Moulele, on a tué Mzee Kabila. Le reste des élites congolaises sont traumatisées. Voilà pourquoi ils n'ont pas le courage ni de prendre les risques, ni de prendre le courage, ni de prendre les choses en main pour changer la situation. Et là, ça devient très sérieux. Et quand vous avez une élite qui a peur, une élite qui ne prend pas les risques, nous risquons de connaître, je dirais un peu, une certaine recolonisation. Charles l'a fait en tant que panafricain.
en tant qu'intellectuel, en tant qu'humaniste. Mais Charles n'est pas congolais. Que font les Congolais? Je vous prends l'exemple de Edmond Morel. Quand Edmond Morel, qui était un Britannique, a vécu la situation avec les crimes de Léopold II, il a dit: je dois écrire. Il a commencé à écrire. Il a écrit des livres. Il a même créé des journaux. Il a créé une association Congo Réforme. Parce que vous pouvez parler, mais tant qu'il n'y a pas des organisations sur le terrain, ce n'ira pas très loin. Voilà le problème chez nous maintenant. Normalement, on devrait s'organiser sur base des livres de Charles. Maintenant, il y a un document. Ce n'est pas le seul document. Nous avons les rapports mapping. C'est un document fourni par les Nations Unies. Prendre tous ces documents-là, il faut qu'il y ait des associations, ce qu'on appelle société civile, qui portent les projets de ces documents pour demander des comptes à ceux qui ont tué les Congolais. Mais comme la plupart des ONG sont financées par le monde occidental, tout le monde sait. Vous allez voir ici des discussions gender, droits de l'homme, des choses inutiles. Mais là, il y a les problèmes, personne ne veut prendre les risques. Parce que dès que tu commences à parler de ce problème de Charles Onana avec l'Holocauste au Congo, on te coupe la bouffe. Hein. Mais tout récemment, on a vu l'actuel ministre de la Justice aller déposer une plainte de la RDC auprès de la CPI et le procureur général de la CPI est arrivé même à Kinshasa. Il a été même dans l'Est pour voir comment ouvrir un dossier. Est-ce que vous pensez que cet ouvrage peut apporter un plus? Non, je pense que l'importance de l'ouvrage, c'est sur le plan d'abord opinion. Pour que la chose change, il faut que l'opinion s'implique. Quand Edmond Morel a senti qu'en Grande-Bretagne, il y avait des complicités, il a traversé, il est parti en Amérique. On a mobilisé les universitaires, les écrivains, les Noirs américains, on a mobilisé même des Blancs, jusqu'à ce qu'on a réglé le problème de Léopold II. Donc, actuellement, il faut que les livres de Charles nous permettent de créer une opinion interne. Ce qui va changer la donne demain, ce qui va faire à ce qu'il y ait un procès contre tout le monde qui a tué les Congolais, c'est quand l'opinion sera mobilisée. Ça signifie qu'il faut des intellectuels, des journalistes, des professeurs d'université, des étudiants, des religieux. Tout le monde doit se mobiliser. Quelquefois, les gens se posent des questions. Est-ce que nous sommes des gens normaux? On vient vous dire qu'on a tué 10 millions de Congolais. 5 millions. Il n'y a rien. La classe politique, les religieux, tout le monde est ailleurs. Ils se posent un problème très sérieux. Donc, ceux qui sont à l'extérieur ne comprennent pas. Dans un pays où il y a une élite de qualité, quand vous avez un tel livre, on vous dit qu'on a tué des gens à l'Est, bien au Congo, 10 millions de morts. Première chose à faire, c'est s'informer pour savoir nous faisons quoi. On doit s'organiser. Ça devrait même susciter un sentiment de révolte. De révolte. En commençant par les médias publics. Tous les médias congolais, privés, publics, doivent faire ce travail. C'est 10 millions de morts. Je ne sais pas si vous se rendez compte. Hein. C'est la population rwandaise. C'est plus que même l'Holocauste juif. Oui. C'est la population rwandaise. 10 millions. Congo-Brazzaville, c'est 4 millions. On vous dit qu'il y a 10 millions de morts. À Kinshasa, les gens sont ailleurs. Ils se battent pour se partager les postes. Le problème du Congo, c'est la qualité de l'élite. Notre élite n'est pas de meilleure qualité. Justement, elle n'est pas de bonne qualité, mais elle aura du mal à faire face aux enjeux à venir. Là, ça me pousse justement à évoquer votre tribune que vous avez publiée récemment, intitulée « Nouvelle guerre froide, États-Unis, Chine, Russie, leçons de l'histoire et signes de temps pour la RDC ». Face à ces enjeux, que fera l'élite congolaise? C'est ça ma crainte, de voir qu'on n'a pas l'essence de l'histoire. Nous sommes dans la deuxième guerre froide. La première guerre froide, c'était l'Union soviétique contre l'Occident, l'Amérique en tête. On a payé un prix fort
on a utilisé Mobutu contre le communisme. On a chassé le communiste du Congo. On a gagné quoi? Ça, je parle au moins de l'histoire. Au lieu que Mobutu soit récompensé, reconnu, on est parti prendre Kagame et Museveni, on les a armés pour venir piller le Congo, faire un génocide, un holocauste, et penser les diviser en plusieurs pays, plusieurs États. Voilà ce qu'on a payé comme prix. On a perdu Lumumba de cette guerre froide. Donc, si j'ai fait cet article, c'est pour qu'on parvienne à tirer les leçons de l'histoire d'abord. Pour que l'histoire ne puisse pas se répéter. Première guerre froide. Nous sommes dans la deuxième guerre froide. Déjà, excusez-moi de vous interrompre pour parler d'une nouvelle guerre froide, la deuxième. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a une nouvelle guerre froide? Quels sont les signes? D'abord, c'est par rapport à la première guerre froide. C'était deux grandes superpuissances qui s'affrontaient. La Russie, l'Union soviétique et l'Amérique. C'était beaucoup plus sur le plan idéologique. On ne voulait pas que les communismes s'installent, non, se répandent à travers l'Afrique. Ça, c'était la position des Américains. Et pour cela, il fallait avoir utilisé le Congo comme les remparts contre le communisme. On a utilisé Mobutu. Cette deuxième guerre froide se place dans presque les mêmes conditions. Mais la différence, à quel niveau? Nous avons, au lieu de deux puissances, nous avons d'abord trois puissances, la Chine, l'Amérique et la Russie. En dehors de ces trois puissances, nous avons des puissances régionales, ou bien moyennes. On peut avoir l'Allemagne, vous avez la Turquie, vous avez l'Iran, vous avez l'Arabie Saoudite aujourd'hui, vous avez l'Inde. Donc nous sommes entrés dans un monde multipolaire. Donc la deuxième guerre froide a un caractère spécifique. Nous sommes dans un monde multipolaire, il n'y a pas d'épaule. Donc au niveau du Congo maintenant, en 60, j'ai expliqué ici, l'Amérique et la Chine sont battus, pardon, l'Amérique et l'Union soviétique sont battus sur le Congo. On a utilisé le Congo. Mais on ne sait pas, est-ce que le Congo, c'est un état spécial. Actuellement, la guerre froide qui oppose la Chine à l'Amérique, ça se trouve au niveau de minéraux stratégiques. Notamment avec la transition écologique. Oui. Donc, sans le Congo, sans les minéraux stratégiques du Congo, il n'y aura pas de transition énergétique. Mais ce qui complique la situation, c'est de savoir d'abord que la plupart des minéraux, des mines au Congo, sont contrôlés par les entreprises chinoises. Mais ce qui complique la situation, c'est en faisant la guerre, la FDL, l'Occident, les capitalistes avaient besoin de contrôler les minéraux. Ils l'ont fait. Mais ils ont vendu toutes ces minéraux et toutes ces mines à la Chine. Donc actuellement, la Chine, il a à peu près 90%, bien plus 90% des minéraux congolais qui contrôlent les entreprises chinoises. Mais ce qui complique la donne, ces minéraux sont raffinés en Chine. Donc tous les minéraux qu'on a sur le plan international, c'est le marché mondial, le cobalt, le lithium, coltan, c'est la Chine qui raffine. Mais ça complique encore la donne parce que la Chine contrôle à peu près 80% des terres rares. Donc les terres rares sont utilisées beaucoup plus aussi pour la transition énergétique. Donc sans la Chine et sans le Congo, il n'y a pas de transition énergétique. Voilà pourquoi il y a une sorte d'opposition, une compétition entre l'Amérique et la Chine pour le contrôle des minéraux congolais. Mais encore un élément important qu'il faut ajouter. Sur le plan technologique, la Chine est tellement en avance avec la télévision, donc qu'on appelle ça les téléphones 5G. La Chine est déjà au niveau de 6G. Non, 6G. Oh. L'Amérique est en retard. Donc sur le plan technologique, la Chine est tellement en avance. Voilà la peur des Américains. De dire non, si nous laissons le Congo dans les mains des Chinois, l'Amérique ne sera pas une grande puissance. Donc le problème, est-ce que nous comprenons?
C'est la Donc question. la transition énergétique, c'est oui. passe un nom pour la RDC. Mais c'est une opportunité. Il faudra vraiment saisir. C'est une opportunité. Je pense que nous sommes en position de force de négocier avec l'extérieur, de faire du chantage à l'Amérique, du chantage à la Chine. Mais la question, est-ce que notre classe politique, notre élite est au niveau des enjeux? C'est ça le fond du problème du Congo. Nos élites ne comprennent rien. Ils sont dans des questions secondaires, au lieu de savoir où est l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est comment positionner le Congo par rapport à ces minéraux stratégiques, par rapport à la compétition entre la Chine et l'Amérique. Et je ne suis pas d'accord quand on dit que le Congo, c'est un pays solution. Non. Le Congo n'est pas un pays solution. Ça prouve que les autres doivent servir de nous pour qu'ils se développent. Donc, il faut vite changer ça. Le Congo doit tracer sa propre route, sa propre voie. Et ça, c'est un travail des intellectuels, des penseurs, de produire de nouveaux paradigmes. Oui, mais ça paraît quand même difficile parce que bon, il y a un dicton populaire qui dit que quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Ici, dans cette nouvelle guerre froide, il y a d'une part les Américains, d'autre part les Chinois et les Russes. Est-ce que la RDC pourra s'en sortir? Oui. Parce que les Américains, les Chinois, les Russes ne se battent pas seulement en RDC. Ils se battent en Asie. Mais en Asie, les gens ils ont vite compris. La plupart des pays qu'on appelle un peu pays du Sud, ces Sud-là n'acceptent plus d'entrer de s'aligner sur une puissance contre une autre. Maintenant, ceux qui sont malins, au lieu de s'aligner ou bien de faire les non-alignements, il faut faire les multi-alignements. Donc, les Congolais et les élites congolaises doivent d'abord libérer leur mentalité, leur esprit. De savoir, maintenant, il y a plusieurs acteurs, plusieurs puissances. Vous avez des puissances, des grandes puissances qui sont trois, la Russie, la Chine et l'Amérique. Vous avez des puissances moyennes ou bien des puissances régionales, la Turquie, l'Iran, l'Inde, quel pays encore, l'Arabie Saoudite. C'est à nous de savoir maintenant, dans cet arropage des puissances, où sont nos intérêts. D'abord les définir. Et chercher les gens qui doivent les défendre. Les drames dans ces pays, c'est de voir que les élites qui vont négocier cherchent 30%. Donc vous avez des petites élites comme ça. Donc si nous voulons demain compter, profiter de l'opportunité que nous avons offerte par la transition énergétique, aujourd'hui, c'est avoir des hommes qui peuvent négocier pour que notre peuple en profite. Parce qu'il y a quand même l'histoire qui est un peu dramatique pour nous, Congolais, Noirs et Africains. Vous savez, quand il y a eu des mutations du capitalisme, c'était une révolution commerciale qui est née en Europe. On a fait l'esclavage, la tête négrière. On a vendu, on a d'abord capturé les Noirs, on les a vendus en Amérique. Ce sont ces gens-là qui ont construit le capitalisme américain. Les Noirs américains, donc les Noirs africains ont été vendus. C'est parce qu'il y a eu l'imitation du capitalisme, donc on était dans... C'était le commerce d'esclaves. Donc après, la première imitation du capitalisme, il y a une deuxième imitation. C'est celle due grâce à l'industrialisation. Ça donnait quoi? Ça donnait la colonisation. Les capitalistes qui ont vendu, on n'avait plus encore besoin de la main-d'œuvre, on dit non, on va exploiter sur place, on va les coloniser. Et pour les coloniser, il faut les civiliser pour justifier leurs aventures auprès de leur population, leurs opinions. Les gens ont accepté, il y a des barbares africains, on va les civiliser. Et pour faire ça, il faut les coloniser. On les a colonisés. Tout ça, c'était pour l'industrie occidentale. Je me rappelle ici qu'avec l'évolution de l'automobile, on avait besoin de pneus. Il y a eu des massacres, un génocide de Congolais avec Léopold II. Maintenant, nous sommes au niveau de troisième révolution du capitalisme. C'est lié aux nouvelles technologies numériques et la transition énergétique. On a besoin du Congo. Est-ce qu'on a tiré les leçons du passé? Voilà l'importance de la mémoire collective.
Voilà l'importance de l'histoire. Voilà l'importance des intellectuels. Au lieu de suivre les politiciens aveuglément, ces gens doivent se mettre pour éclairer l'opinion. Parce que ce qui va je vais vous parler ici de l'esclavage, traite négrière. Après ça, vous avez la colonisation. Donc je disais un peu, la révolution commerciale a donné l'esclavage, la traite négrière. La révolution industrielle a donné la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes dans une révolution numérique couplée de la transition énergétique. Ça va donner quoi? Ça sera pire que l'esclavage. Ça sera pire que la colonisation. Donc il faudrait que nous qui sommes passés par l'école des Blancs, l'école occidentale, qui avons l'accès à l'information, nous devons préparer notre peuple d'abord à résister, à refuser toute domination. Que ce soit les Congolais eux-mêmes, les Blancs. Donc, il faut que les gens apprennent à être libres. Mais ce travail, on a quand même l'impression que c'est fait, ça commence quand même à produire des effets. On a vu les réactions des Congolais quand on a annoncé l'arrivée de Macron à Kinshasa. Oui, ça c'est l'agitation. J'ai toujours dit, nous avons quand même des repères. Voilà des repères historiques. C'est savoir ce qui s'est passé en Amérique. Vous voyez un peu? J'ai dit, si nous voulons changer, il faut aller voir les Noirs américains. L'histoire nord-américaine doit nous instruire, nous aider à nous en sortir. Aujourd'hui, vous avez vu Obama président. Vous partez en Amérique, vous avez des grands écrivains. Un travail qui a été fait. Les Congolais, les Africains noirs doivent lire l'histoire, étudier l'histoire des Noirs américains et savoir comment ce peuple s'est libéré. Voilà nos repères, notre référence aujourd'hui. Parce que généralement, les gens veulent encore opposer la Chine à l'Amérique, à la Russie. Non, on n'entre pas dans ces jeux-là. Nous devons construire notre propre destin. Et comme on a une histoire commune avec les Nord-Américains, étudions comment ces gens se sont battus. Il y a une dame, le nom m'échappe, c'est une romancière américaine, elle a publié un livre, Beloved, Toni Morrison. J'ai suivi un commentaire, j'ai pleuré. Elle explique, dans son roman, elle a résumé les 4 siècles de l'esclavage en Amérique, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Elle prend une image d'une dame, une esclave, qui avait fui avec ses 4 enfants. On l'a arrêté par le maître a envoyé des gens, on l'a arrêté. La femme a dit ceci. Elle a tué son fils, un de ses enfants. Il dit, je ne voudrais pas que mes enfants souffrent comme ce que moi j'ai connu. Jusqu'à sacrifier les enfants. Pour que les enfants ne deviennent pas encore esclaves, pour qu'ils souffrent. Donc, de tels romans libèrent l'imaginaire. Si vous partez aujourd'hui en Amérique, les Noirs américains fiers, ils ont toute une histoire. Et ça nous manque. Si nous voulons demain qu'on se libère de toute domination extérieure, qu'elle soit américaine, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit indienne, toutes, parce qu'on voit à Kinshasa aujourd'hui, les Congolais sont dominés par tous les étrangers. Donc il faut aller s'inspirer de l'histoire des Nord-Américains. D'ailleurs, la part du Congo est en Amérique. J'étais à New Orleans, en Louisiane. J'ai trouvé des Congolais qui sont partis du temps d'esclavage. Et vous partez à New Orleans, vous avez Congo Square, la place du Congo. Vous avez une prison qui s'appelle Angola. Les Congolais sont en Amérique. Il faut utiliser ça pour libérer le Congo et libérer l'Afrique. Et c'est pour toute l'Afrique aujourd'hui. De s'inspirer de ce que les Américains ont fait, les Nord-Américains ont fait, pour se libérer, mais aussi en s'ouvrant sur le monde. On peut voir ce que les Chinois ont fait là, avec Mao, qui se sont battus. On peut voir d'autres, les Iraniens, qu'on étudie toute l'histoire du monde pour refaire, construire d'abord notre mémoire collective et donner l'espoir à notre peuple. En gros, votre tribune donne ici l'opportunité aux Congolais de ne pas s'aligner sur derrière une puissance quelconque, mais plutôt de s'ouvrir et voir quel partenariat nouer pourvu que le Congo soit gagnant. C'est d'abord éviter, refuser la domination extérieure. Et ça, il faut refuser. En refusant la domination, on va s'ouvrir sur notre puissance, sur notre civilisation, pour reconstruire l'imaginaire du Congolais et construire un nouveau destin.
Monsieur Freddy Moulumba, ça sera la fin. Merci d'être venu pour parler, décortiquer l'ouvrage de Charles Onana, mais également parler de votre tribune. Voilà, c'est la fin de ce numéro entretien. Merci de l'avoir suivi. Mais avant tout, je vais vous recommander de lire vivement ce livre de Charles Onana, Holocauste au Congo, plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, et toujours les silences jusqu'à quand. Voilà, c'est un ouvrage que vous pouvez retrouver sur Amazon et on vous le recommande vivement. En attendant, je vous dis au revoir et merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.